merci de répondre ce soir encore à l'appel de la patrie, votre rendez-vous sur la télévision nationale. Nous recevons comme invité aujourd'hui l'expert en finances publiques Issoufou Boubacar Kado. Bonsoir. Bonsoir. Le second invité, c'est le sociologue Sani Ahya Janjouna. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et notre troisième invité, c'est Aliou Ibrahim, il est rédacteur en chef de Télé Sahel. Bonsoir. Aline, bonsoir. Là. Avec eux, avec vous, donc, nous allons parler de l'Alliance des États du Sahel, née de la signature le 16 septembre dernier de la charte de l'Iptako Gourma par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour vous faire une idée de ce dont il s'agit, si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Télé Sahel. Une délégation du Mali avec à sa tête le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a séjourné à Niamey où elle a rencontré le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani. C'était le vendredi dernier dans la matinée. Au cours d'une séance de travail au palais de la présidence, cette délégation a remis officiellement le traité de création de la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel au président Tchani pour approbation. Après Niamey, la même délégation à laquelle s'est jointe la partie nigérienne, composée du ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, le colonel-major Abdraman Amadou et le secrétaire permanent du CNSP, le colonel Sahabi Sani, s'est rendu cette fois-ci au Burkina Faso, où elle a été reçue par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso, chef de l'État. À l'issue d'une audience avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré, le même traité de création de l'Alliance des États du Sahel a été présenté au président du Faso, qui l'a signé à son tour. Et pour boucler la boucle, la mission de travail des trois pays en compagnie de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Rouamba Olivia, est arrivée au Mali, où la même délégation ministérielle s'est entretenue avec le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Au sortir de l'audience avec le chef de l'État malien, la délégation du Niger, du Burkina Faso et du Mali a remis le même traité au président de la transition malienne qui a apposé sa signature. Ainsi, après un marathon de 24 heures et à pas de charge, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de créer un espace dénommé Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, dont la teneur suit. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération
en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Une annonce faite au cours d'un point de presse conjoint animé par les ministres des 3 pays qui ont insisté ici sur la nécessité de la création de cet espace combien si important pour la zone du Liptako-Gourma. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. En guise de conclusion, les États membres fondateurs de l'Alliance des États du Sahel annoncent que cette nouvelle organisation est ouverte à tout autre État qui peut faire son entrée tout en acceptant les objectifs de cette alliance et partageant les mêmes réalités géographiques, politiques et socio-culturelles. Voilà, merci Ablaye Tchemogo pour ce récit voilà, qui est fait. Alors, Aliou Ibrahim, qu'est-ce qui peut motiver une telle initiative de nos chefs d'État? D'abord, le désir de souveraineté, le désir de sécuriser leur population, surtout que cette zone des 3 frontières a été, durant cette décennie passée, le théâtre des pires crimes, attentats, attaques terroristes qu'on a connus dans l'histoire de ces 3 pays-là. Donc, tous ces facteurs réunis ont poussé les chefs d'État à créer cette nouvelle alliance des États du Sahel. En fait, de manière caricaturale qui se résume comme suit, c'est pratiquement 2 800 000 km², plus de 70 millions d'habitants et des richesses énormes. En fait, cette alliance permettra, se justifie aussi par la nécessité de se démarquer du protectorat français. Alors, Monsieur Jean Jouna, cette alliance vient, peut-on le croire, renforcer les relations historiques entre les 3 États et peut-être même y ajouter une dimension politique adaptée à elle, ces relations-là. Absolument. Il y a lieu peut-être de rappeler que l'esprit concrètement qui a guidé la création de cette alliance est vraiment, comme ils l'ont si bien notifié dans la dite charte, que c'est vraiment l'esprit de solidarité, de fraternité et d'amitié. Il y a donc quelque part des liens historiques qui nous unissent, qui font en sorte que le Niger, le Mali, le Burkina se sentent vraiment des États, en tout cas, intégrés. Alors, quelque part, cela a un fond socio-historique qui se retrouve maintenant dans une sphère militaro-politique. L'insuffisance qu'a montré en fait les micro-États dans la gestion de leur propre souveraineté ou de leur propre sécurité a permis effectivement l'émergence de ces nouvelles idées pour faire en sorte qu'on assiste à cette nouvelle fédération quelque part, comme si il y a politiquement un projet d'une certaine forme de fédération. Il y a à travers cela un esprit certes politique, géostratégique, politique, mais surtout aussi un esprit militaire pour faire face à certaines situations de guerre et d'incapacité lorsqu'on est seul, qu'on a connu. Parce qu'il ne faut pas oublier, on doit se rappeler que l'étanchéité des frontières en termes de fragilité a permis, par exemple, l'éclosion de ce terrorisme. Il suffit de les chasser du Niger, ils vont aller au Burkina. On les chasse de Burkina, ils vont se retrouver au Mali. Et avant que le Mali ne réagisse, il faudrait bien qu'on règle certaines dimensions politiques, stratégiques, territoriales avec le Niger. Et cela permet aux uns, aux autres, aux ennemis de ces peuples, justement, de se retrancher et de se préparer en conséquence. Alors, il y a lieu de savoir que toute alliance qui va dans un domaine politique,
trouvera d'une manière ou d'une autre un fonds social. Et ce fonds, elle est là, c'est clair. Il y a cette dimension économique qu'il ne faut pas notamment négliger, tout le monde le sait, on en parle partout, le Liptako Gourma, d'une manière ou d'une autre, où tous ces trois pays, en considérant leur bassin sédimentaire ou autre, on va trouver quelques ressources minérales, en tout cas ressources qui peuvent d'une manière ou d'une autre permettre l'émergence économique de nos États. Alors, quelque part, il y a lieu de dire, on s'engage vers une petite OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ici, c'est une organisation effectivement des États du Sahel qui est en train de naître et qui commence déjà avec cet esprit de souveraineté sur un fond politique en termes de rupture avec l'impérialisme occidental. Et c'est ça qui constitue la base de la confiance que cela va entraîner au niveau de toute la population. Et je pense que c'est accueilli d'un bon œil par tous les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les militaires, il va sans dire. Dans tous les cas, ce qui est sûr, toute cette jeunesse africaine ne veut que ce genre d'initiative qui puisse quand même permettre à l'Africain de se repositionner en se fondant sur ses propres capacités, ses propres ressources, pour ne pas tomber dans le piège de la mendicité, de l'assistance, de l'aide, qui ont fait en sorte que certaines institutions ont perdu complètement de crédit, de valeur, et en fin de compte, elles ont périclité dans l'histoire. Donc, je pense qu'il y a une dimension politique à attribuer à cette organisation, au-delà de cette dimension militaire, géostratégique, mais ce qui est sûr, elle a besoin d'un soutien réel de l'ensemble des communautés ou des populations africaines. Et beaucoup de pays, ce qui est sûr, vont comprendre encore et bientôt ils vont essayer de s'intéresser à l'article 11 de la dite charte pour vouloir déposer leur candidature. Nous souhaitons que les portes leur soient ouvertes et que l'alliance soit vraiment forte. Ah, merci. Alors, M. Kadou, quels sont les secrets du rôle de l'alliance ou même des ambitions de nos chefs d'État à travers cette alliance sur lesquelles le contenu de la charte lève un peu le voile? Bon, vous savez, cette alliance-là, nous l'avons toujours appelée de notre vœu pour qu'il y ait une mutualisation des efforts, une mutualisation des moyens entre les trois pays pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité. Parce que les militaires là, qui ont créé cette alliance, ils sont sur le terrain, ils vivent la situation, ils savent la complicité qu'il y a entre les terroristes, les bandits armés et les narcotrafiquants et certaines puissances, en l'occurrence la France. Quand vous voyez au Burkina, il y a des Français qu'on a pris avec les terroristes qui sont dans des prisons. Au Mali, c'est la même chose. Même ici, chez nous, il y a eu des cas. Seulement, notre armée ne bavarde pas beaucoup. Donc, à mon avis, cette alliance, c'est quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, ils ont paré au plus pressé en créant l'alliance. Dans l'avenir, quand le Niger sera doté peut-être d'un organe consultatif ou d'un organe législatif, on va tendre vers la fédération. À mon avis, on n'a pas d'autre choix que de tendre vers la fédération des États du Liptako Gourma et tendre même vers la création d'une monnaie commune unique aux trois pays. Je crois que ce qui tarde, c'est parce que nous ne disposons pas d'un organe législatif. Au Burkina, ils en ont leur conseil consultatif. Au Mali, ils en ont. Nous, comme on n'en a pas, certainement leurs juristes ont parié au plus pressé. Ils disent qu'on peut créer une alliance à l'image de l'OTAN. Moi, ce qui va arriver, presque tous les pays qui seront agacés par ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, vont rejoindre le groupe. Parce que quand vous regardez comment fonctionne l'UEMOA et la CEDEAO, ils sont carrément en contradiction avec les textes qui régissent ces organisations. Et les sanctions qu'on a infligées au Niger, nulle part dans les statuts de ces organisations, ça n'existe pas. La CEDEAO a prévu que 3 sanctions. Quand la démocratie est en danger, ils ont prévu trois sections. La première sanction, c'est le refus de soutenir les candidatures des ressortissants d'un pays membre de la CEDEAO dans l'espace ou dans les organisations internationales. La deuxième sanction, c'est le refus de tenir des réunions dans le pays
concernés par ça. Et la troisième sanction, c'est d'exclure le pays. C'est-à-dire de l'exclure aux réunions temporairement. Et même quand il est exclu, il est tenu de payer ses cotisations. C'était les 3 sanctions qui sont prévues dans les protocoles d'accord sur la bonne gouvernance et la démocratie. C'est ça qui est prévu. À part ce texte-là, ils n'ont aucun argument juridique qui impose ces sanctions. Donc vous voyez, compte tenu du banditisme d'État qui est organisé par la France dans nos organisations sous-régionales, moi je pense que cette alliance-là, elle est la bienvenue. Elle permet à nos États de lutter efficacement contre l'insécurité dans nos pays. Et c'est qu'elle cache, bon, à mon avis, elle va tendre obligatoirement vers une fédération. Et même vers la création d'une institution sous-régionale qui va regrouper plusieurs États, parce que vous n'êtes pas sans savoir, j'ai suivi un jour le ministre des Affaires étrangères algérien parler d'une organisation qu'ils veulent créer de ce genre, avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc déjà, l'Algérie avait cette idée de créer une organisation sous-régionale dans la zone. Moi, je crois que ça risque de tendre vers ça. On risque de tendre vers la création d'une zone monétaire des pays du Sahel. On n'a pas de choix si on veut prospérer, si on veut défendre notre espace. Nos intérêts. Et puis, le Niger n'a pas de choix. Et alors, les autres pays aussi. Oui. Monsieur Janjouna, est-ce qu'on peut considérer la naissance de cette alliance comme une rupture avec les organisations communautaires que nous connaissons? Mais ces organisations communautaires, il va sans dire, n'ont pas pleinement joué leur rôle. Elles ont brillé par leur insuffisance, leur incapacité à répondre aux attentes des communautés, aux attentes des populations. Il va sans dire que dans un tel contexte, elles vont disparaître. Actuellement, la CEDEAO a perdu complètement sa crédibilité, sa valeur. Même les États qui l'instrumentalisent, eux-mêmes n'ont pas en réalité confiance à la CEDEAO. Le MOA, on sait, l'idée même de la création vient d'où? Même l'idée de la création de la CEDEAO, c'est venu d'où? Ce sont des injonctions, en fait, si vous voulez, des pays occidentaux, et particulièrement de la France, à vouloir nous organiser pour mieux nous contrôler. Et, mieux nous piller. Oui, bien sûr. Mais cette fois-ci, avec l'Alliance des États du Sahel, je pense que c'est une initiative locale qui est venue des personnalités qui sont tout à fait inspirées par le problème réel de l'Africain et qui cherchent effectivement, au nom du principe de solidarité, de l'amitié, à faire en sorte que non seulement leur peuple à eux jouissent des avantages que cette alliance va conférer, mais aussi les peuples frères étant entendus que si vous voulez faire socialement des différences entre un Malien et un Nigérien, vous avez des problèmes. Si vous voulez faire socialement des différences entre un Burkinabé et un Nigérien, vous avez de la peine, en tout cas du pain sur la planche, comme on l'a dit. Donc, pour dire quelque part, ce qui est important, c'est que la plupart de ces institutions, quand vous prenez le Conseil de l'Entente, à quoi elles servent concrètement? Quand vous prenez la CEDEAO, on n'en parle plus. Beaucoup, tout comme les G5 Sahel, par exemple, qui étaient tout à fait, on pensait que c'était vraiment une initiative locale et qui allait réellement. Mais dès l'instant que ces organisations n'ont pas été financées par ceux qui les ont créées réellement, par les Africains, il va sans dire qu'elles vont disparaître. Elles sont appelées à disparaître. Justement. Mais c'est ça qui fait que nous, en ce qui nous concerne, on pense que l'Alliance des États du Sahel a vraiment le vent en poupe, comme on le dit, vraiment a un grand avenir, étant entendu que c'est, comme il a été dit, un des articles dit, c'est sur financement propre des États membres. Donc, quelque part, on ne tendra plus la main à l'Union européenne, on ne tendra plus la main à l'ONU, on ne tendra plus la main à la France, pour qu'elle donne son argent et elle contrôle ce qu'on va faire. Donc, il y a une certaine forme de souveraineté en lien politique qui va participer justement à la réussite de cette initiative. Et je pense que la plupart de ces institutions ont réellement échoué. On ne peut que tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé et puis voir comment est-ce que nous allons faire en sorte que cette alliance puisse quand même tenir dans le temps sans pour autant négliger les peau de banane que l'Occident et particulièrement la France, ennemie de l'Afrique dans ce genre de situation, aura effectivement attenti. Les initiatives, moi je peux dire qu'elles sont aujourd'hui générationnelles.
Oui, justement, c'est générationnel, étant entendu que de nos jours, il y a un autre vent qui est en train de souffler. L'autre fois, le vent de la démocratie, en 90, c'était un vent qu'on nous a soufflé comme un ventilateur. Cette fois-ci, c'est un vent tout à fait naturel en termes de prise de conscience autonome. De façon individuelle, les Africains ont commencé à prendre conscience vraiment en termes de responsabilité, justement par rapport à leurs États. Alors, Aliou, quelle valeur ajoutée peut-on espérer de l'Alliance dans la lutte contre le terrorisme dans nos pays? Avant de répondre à votre question, j'aimerais avoir votre indulgence pour dire qu'en fait, pour revenir un peu en arrière, et la création de cette nouvelle alliance marque de fait un arrêt, disons, l'UEMOA est dans une hibernation, parce que 3 membres sur 8 quittent. Déjà, l'UEMOA est dans une hibernation. Le G5 Sahel, c'est une mort naturelle. Le Conseil de l'Entente, c'est une mort naturelle aussi. Et il y aura une recomposition du paysage socio-économique de l'espace CEDEAO. Voilà. Et maintenant, ça va permettre au peuple l'éveil des peuples, la conscience des peuples va s'éveiller pour pouvoir être plus regardant envers la manière dont les dirigeants qui sont dans un immeuble à Abuja prennent les décisions concernant la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions infligées au Niger montrent à suffisance le déphasage qu'il y a entre les dirigeants de la CEDEAO et les peuples auxquels ils prétendent pourtant apporter le bonheur et œuvrer pour leur bonheur. Donc, en termes de plus-value, d'abord, mutualiser ses forces, ça signifie avoir plus de moyens pour combattre le terrorisme. Ça veut dire que mutualiser nos forces, c'est une dizaine de milliers d'hommes que les 3 pays vont réunir pour s'engager. Il y a la facilité de poursuivre sur les territoires des uns et des autres. Et aussi la coopération militaire qui va s'intensifier davantage. Ça, c'est le premier aspect. Et à l'allure où vont ces choses-là, l'Alliance des États du Sahel deviendra forcément une alliance économique. Ça va être même, comme l'a dit le doyen Kado, une zone monétaire. Il n'est pas surprenant de trouver dans 6 mois, 8 mois, voire une nouvelle monnaie dans l'espace CEDEAO. Et je doute fort même que ces pays-là, avec le comportement de cette CEDEAO-là, puissent avoir le courage encore d'œuvrer, de rester et se revendiquer pleinement comme membre à part entière, membre fondateur de cette organisation régionale qui a étouffé le Niger, qui a étouffé le Mali, qui a étouffé le Burkina Faso, qui a étouffé la Guinée, c'est un autre pays qu'on est en train d'oublier. Donc ça fait 4 pays de la CEDEAO. 15 moins 4, ça fait 11. Et bientôt d'autres pays aussi suivront. Ouais. Justement, parlant économie, M. Kado, toutes les organisations que nous avons connues ont buté sur la problématique des financements. Est-ce que nos États ont aujourd'hui les moyens de faire prospérer leur politique? Bon, nos États ont les moyens. C'est que le problème, c'est qu'on se trouve souvent, on fait face à l'irresponsabilité de certains dirigeants. Quand vous prenez la CEDEAO, au moment où elle a été créée en 1975, c'était l'initiative des militaires. C'était les EADEMA, les Yacoub Gawana, le général Kounché, Kérékou. C'est eux qui compte tenu des difficultés, et ils ont déjà prévu, ils ont créé. Au moment où c'était la majorité des militaires, moi je ne suis pas pour un régime militaire, mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Au moment où ils dirigeaient cette CEDEAO-là, il n'y a pas ce problème. Vous n'aurez jamais voir la CEDEAO se réunir pour dicter des sanctions contre un État. Ce n'est pas sa vocation. Sa vocation est de promouvoir l'intégration économique de toutes les activités économiques dans tous les domaines, que ce soit financier, monétaire, la télécommunication, l'industrie. C'est ça l'objectif qu'ils ont créé de la CEDEAO. Mais au fur et à mesure qu'on avance, nos États, avec des chefs d'État comme Alassane Ouattara, ils ont détourné les missions. Mais ils ont créé les conditions pour que les cotisations même ne rentrent pas, pour que la CEDEAO même ne soit pas indépendante. Ils ont créé des conditions pour que l'Union européenne et la France subventionnent. Or, qui subventionne, vous dirige. C'est ça le problème Sinon, les sanctions, tout le monde a su. C'est le lendemain du coup d'État du Niger, il y a eu un conseil de sécurité en France. Ouattara était parti là-bas. C'est là-bas qu'on a dicté ces sanctions pour étouffer. En réalité, ils se sont accaparés de la CEDEAO
pour étouffer toute l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent créer des désordres comme ils ont créé en Libye. L'objectif, c'est vraiment de créer la Chili dans la sous-région. Même maintenant, quand la France voulait pousser à intervenir pour dire qu'ils vont sauver Bazoum, c'est des histoires. L'objectif, c'est de créer la Chili, puisqu'ils ont vu la tendance. Les 3 pays, le Niger, le Burkina, la Guinée, les échappent. Ils ne pourront plus continuer à voler nos ressources comme ils le faisaient par avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une sorte de guerre dans la sous-région. Ils vont intervenir. Bon, heureusement qu'ils ont été... Ce qui veut dire que nous avons suffisamment de moyens pour nos politiques aujourd'hui. Nos pays ont assez de moyens. Tu prends les pays membres de l'IPTACO, là, tous sont producteurs de l'or. Tous dans le sous-sol. Le sous-sol de l'ancien ministre de Kaziendé, l'ancien ministre du président Jory, ancien ministre de la Défense et des Travaux publics, a prévu dans son mémoire là, la guerre de l'IPTACO. Parce qu'il disait que le sous-sol est tellement riche que la guerre là, elle va venir. Et nous sommes en train de la vivre. Mais heureusement, on a eu la chance que c'était des militaires à la tête des États. Ils sont en train de prendre des dispositions pour faire face. Sinon, si vous avez remarqué, toute la sécurité, c'est dans la zone de l'IPTACO. C'est là-bas. Et je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président Tchani. Il disait à un moment donné, quand ils poursuivent les terroristes, ils les voient, ils veulent aller attaquer, c'est de la présidence qu'on leur donne l'ordre d'arrêter. Ça veut dire que toute cette insécurité, elle est organisée sciemment. C'est organisé pour nous empêcher de nous développer. Parce que plus on met fin à l'insécurité, plus l'esprit des Nigériens, des autres pays de l'IPTACO vont vers le développement économique et social. Or, la France aujourd'hui, c'est la dernière puissance mondiale. Elle ne produit rien. La France, même les paracétamol, là, elle importe de la Chine. L'aspirine, elle importe. Presque toutes les industries, même françaises, là, se sont délocalisées. Elles sont en Chine, puisque là-bas, la main-d'œuvre coûte moins cher. On peut produire et vendre plus compétitif. Donc, vous voyez, elle n'a rien. Sa seule richesse, c'est les pays là, nos pays là, où elle nous vole notre franc CFA, le franc CFA là. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. C'est vraiment du vol organisé. Quand nos pays, par exemple, exportent des produits à l'extérieur, le Niger, par exemple, exporte son uranium dans un pays vendu en euros ou bien en dollars. Obligatoirement, dans le système de l'UMOA actuel, il faut que l'argent transite par le trésor français. Quand ça arrive au trésor français, généralement, ils nous volent l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils convertissent ça en CFA. Ils nous envoient l'argent en CFA, ils gardent les bénéfices. Et souvent, ils émettent ces billets-là sur des bases qui ne sont pas très claires, qui ne répondent pas aux critères de l'émission de la monnaie. C'est pour ça, souvent, les terroristes, quand on les prend, on trouve des CFA dans leurs poches. C'est parce qu'elle émet ça sans contrepartie économique et elle le distribue. Elle crée le franc CFA n'a pas cours en France, dans aucun pays européen. Pourtant, c'est eux qui le fabriquent. Effectivement. Ils savent pourquoi elle n'a pas cours, parce qu'ils savent souvent les billets sont frappés sans tenir compte des critères économiquement objectifs qui permettent de créer de la monnaie. Ils n'acceptent pas notre monnaie. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous garantissez une monnaie et elle n'a pas cours dans votre pays. Oui, Jajouna, voilà. En France, c'est un simple papier. La dernière question, Jajouna, comment prévenir que l'Alliance ne tombe dans les mêmes problèmes que les organisations que nous connaissons? Premier élément, d'assurer nos propres financements pour le fonctionnement et pour tout ce que cela va réclamer en termes de dépenses, que ça ne dépende pas de l'extérieur. Que nos États, avec le peu de moyens, soient capables de financer ce dont ils auront besoin. Deuxième chose, qu'on active le processus, qu'il ne reste pas, qu'il ne se limite pas uniquement à l'aspect militaire, qu'il continue à aller en intégrant les aspects économiques. Déjà, la dimension sociale est prise en compte, mais en même temps, faire en sorte que la dimension politique soit l'objectif visé. Une façon de dire que cette alliance doit aboutir à jeter les bases de la création les États-Unis du Sahel. C'est vraiment ça qui doit être comme objectif visé. Donc toute cette intégration économique, sociale, culturelle, politique, mais aussi militaire,
est censé permettre de cimenter l'ensemble, en tout cas, des objectifs qui sont assignés à cette nouvelle organisation. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent et qu'elle ait le soutien de l'ensemble des populations, toutes les couches composantes, en tout cas, de ces 3 pays. Mais en même temps, il est grand temps qu'il lance déjà un appel pour les autres pays qui, au lieu de chercher à combattre peut-être cette alliance, doivent déjà se préparer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent adhérer avant même que le train ne les laisse. Parce qu'on a vraiment décollé. Je crois que la Côte d'Ivoire a intérêt à le faire, étant entendu que la Côte d'Ivoire doit même financer la lutte contre le terrorisme que le Mali est en train de mener. Sans le Mali, je me dis, la Côte d'Ivoire ne va pas connaître en tout cas cette paix, cette quiétude qu'elle connaît. Parce que le Mali a fait beaucoup d'efforts pour contrecarrer en tout cas l'effort que les djihadistes, les terroristes, dans une certaine mesure, sont en train de mener pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Le Mali fait des efforts pour bloquer. Le Burkina fait beaucoup d'efforts pour bloquer. Ils cherchent à aller jusqu'au Ghana, ils cherchent à aller jusqu'au Togo, mais ils font d'efforts. Donc, le Niger fait des efforts par rapport au Bénin. Mais quand on voit des chefs d'État comme ça qui se soulèvent pour aller maintenant combattre ces pays, je pense que quelque part, ils n'ont pas compris. Mieux vaudrait peut-être aller les sensibiliser ou inviter à certains pays, en tout cas certaines personnes de leur pays qui ont mieux compris les choses pour essayer d'agir très rapidement en faveur vraiment du soutien de cette nouvelle alliance pour qu'elle profite à toute l'Afrique afin d'être libérée. Voilà. Merci, cher invité. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous enseignons Thomas Sankara. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger ont compris qu'il n'appartient qu'à eux-mêmes de défendre leur territoire et sécuriser les populations qui y vivent. Longue vie et surtout succès et prospérité à l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qui, nous l'espérons, va certainement combler les vides laissés par les autres organisations qui n'ont pas pu s'affirmer. C'est ici que prend fin notre débat d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt sur Télé Sahel.